On est en 2000, un vendredi après-midi. Des personnes rentrant de déjeuner entendent des bruits étranges provenant de l'un des bureaux. Une femme trouve son patron, Richard Armitage, étendu sur le sol derrière son bureau, au milieu d'une mare de sang. Elle appelle son associé, Richard Buckley, à la rescousse. À ce moment-là, Armitage était toujours en vie. Il continuait à s'accrocher. Elle a couru vers le téléphone pour appeler les urgences et a entendu des claquements comme si quelqu'un tapait dans ses mains. C'était M. Buckley qui essayait de ranimer M. Armitage. Armitage est conduit d'urgence à l'hôpital et transféré immédiatement en chirurgie. Son cerveau était touché, ça se présentait très mal. En fait, d'après les médecins, ce n'était plus qu'une question de temps. Tous ses enfants étaient là. Je me suis penchée au-dessus de lui et je lui ai dit « Si tu veux partir, pars. Vous voyez, tu peux partir. » Je l'ai laissé partir. Je l'ai laissé partir et cela m'a été très difficile. Armitage ne se réveillera pas. On savait qu'on allait avoir affaire à un homicide et que celui-ci ne serait pas simple à résoudre. L'autopsie révèle qu'Armitage a été frappé 9 fois à la tête avec un objet contondant, probablement un marteau. La personne qui avait fait ça devait être très en colère à ce moment-là, vu le type de blessure qu'il avait au crâne, très profonde, très ouverte. Ça aurait pu être de la passion ou une colère pure et dure. À l'époque, on n'en savait rien. Richard Armitage est avocat, plus particulièrement spécialisé dans les greffes et les questions de dons d'organes. En toute logique, son cœur et ses autres organes furent donnés à 3 receveurs différents. Ça a été très difficile pour les enfants, très difficile. Je crois qu'ils sont fiers de leur papa et du fait que même dans la mort, ils continuent d'aider les autres. Oui, ils sont fiers de lui. Il est encore parmi nous. Tout le monde à Kansas City est profondément choqué par la violence de ce crime. C'était une agression en plein jour, dans un immeuble fréquenté du centre-ville. Et la victime était un homme qui semblait être aimé et respecté de tous, et qui travaillait dans un domaine juridique très ésotérique, le don d'organes. Qui aurait pu faire une chose pareille? C'était un mystère. Qui aurait pu se glisser dans l'immeuble et faire ça? L'audace avec laquelle l'assassin a perpétré le crime intrigue les enquêteurs. Comment, en effet, peut-on s'introduire dans un immeuble de bureau en plein jour, massacrer un homme en le frappant à 9 reprises et en ressortir sans attirer l'attention et sans avoir ses vêtements couverts de sang? Les experts médico-légaux, spécialistes des agressions, fournissent une première explication. Selon eux, le meurtrier ne s'est pas forcément taché en commettant son acte. Il n'était pas évident que l'assassin se soit taché avec du sang ou quoi que ce soit d'autre. Si vous utilisez un marteau lors de l'impact, toute l'énergie est dispersée loin de l'agresseur. L'assaillant entre, commet son crime et ressort, et il n'y a que très peu, voire pas du tout d'indices sur cette personne. Parmi les amis, la famille et les associés de la victime, personne n'est en mesure de désigner un suspect potentiel. Trouver un avocat assassiné dans son bureau en plein jour n'est pas chose courante. C'était une première dans cette ville. Mais les enquêteurs découvrent qu'Armitage travaillait sur d'autres dossiers juridiques en dehors des greffes d'organes. Est-il possible qu'un élément de son passé ait refait surface ? Richard Armitage n'a que 51 ans quand il est assassiné dans son bureau. Ses amis et collègues ne parviennent pas à comprendre qui aurait pu lui vouloir du mal. Richard avait des enfants d'un premier mariage et il en a eu un autre avec Cathy peu de temps après leur mariage, Ali, une petite fille adorable. Il donnait l'image d'un couple heureux qui profitait de la vie au maximum. Son ex-femme et sa femme ne sont pas inquiétées, chacune ayant un alibi à l'heure où le crime a été commis. On s'est intéressé à ses amis, plus particulièrement à l'un de ses meilleurs amis. Il n'y a jamais eu un mot plus haut que l'autre, ils n'ont jamais été brouillés. Les enquêteurs savent que l'assassin de Richard Armitage tenait celui-ci à portée de son bras lorsqu'il a donné le coup fatal.
Nous pensons que le premier coup l'a renversé de sa chaise et qu'il ne pouvait plus bouger. La scène du crime laisse à penser qu'Armitage a reçu les coups alors qu'il était à terre sur le côté. Il n'y a aucune blessure qui pourrait porter à croire qu'il a lutté pour se défendre. Au vu de ses chaussures, soigneusement rangées à côté de son bureau, il est évident que Richard n'attendait personne. On a appris qu'à chaque fois que Richard Armitage se rendait dans son bureau, il s'asseyait et enlevait ses chaussures. Il était installé confortablement. Quand il a été agressé, il était pieds nus. Il ne portait pas ses chaussures. Il n'a pas bougé de son bureau. Il n'est allé nulle part. La disposition des éclaboussures de sang indique clairement qu'Armitage avait le dos tourné au début de l'agression. Il semblait confortablement installé à son bureau. Il était détendu, tranquille. D'après ce qu'on nous a dit, il était en train de commander du parfum pour sa femme à l'occasion de la fête des mères. Apparemment, il a été complètement pris au dépourvu par son agresseur. La police vérifie son agenda professionnel. Aucun rendez-vous n'était prévu ce jour-là. La liste des appels téléphoniques révèle qu'Armitage a passé son dernier appel à 14h08. Sa secrétaire et son associé ont découvert son corps à 14h30. Quand la police arrive sur les lieux, le sang a commencé à coaguler, ce qui signifie que le meurtre s'est produit aux alentours de 14h. Il est resté étendu là pendant un certain temps. Normalement, un individu en bonne santé qui ne prend pas d'anticoagulants commence à coaguler entre 3 et 15 minutes après le saignement. L'associé d'Armitage, Richard Buckley, déclare qu'il était en train de déjeuner à ce moment-là, tout comme sa secrétaire. Et personne d'autre n'était présent dans le bureau. Les trois seules personnes présentes dans le cabinet étaient Richard Buckley, Richard Armitage et la secrétaire. Il n'y a qu'un seul bureau à cet étage. C'est un étage très vaste et le reste était complètement vide. Ils ne savaient pas si c'était quelqu'un qui venait de l'extérieur, s'il s'agissait d'un ancien client mécontent ou si c'était une affaire privée. En plus de ses dossiers sur les dons d'organes, Armitage procédait également à des recouvrements de créances. Le recouvrement de créances peut avoir très mauvaise réputation, mais il effectuait des recouvrements pour des dentistes, des médecins et des immeubles locatifs. En cas de non-paiement, Armitage envoyait les documents juridiques aux personnes débitrices de ses clients. Cette procédure déclenchait parfois des animosités. Un nom est ressorti, celui d'une personne qui avait été particulièrement versatile au téléphone, qui semblait l'avoir agressé et même menacé une ou deux fois. Les archives du cabinet révèlent qu'il s'agit d'un certain Lou Campbell. On a commencé les recherches et on a fini par le localiser. On a obtenu un mandat pour fouiller sa maison dans laquelle on a trouvé une chemise tachée de sang ainsi qu'un pantalon également taché. Du coup, on s'est dit, c'est notre homme. Les vêtements sont envoyés pour une analyse ADN, mais le sang est celui de Campbell et non celui de Richard Armitage, ce qui ne l'exclut pas nécessairement de la liste des suspects. Il n'est pas impossible que l'agresseur n'ait eu aucune tache de sang sur lui. On en revient aux lois de la physique qui s'appliquent aux coups portés sur un objet ensanglanté. Si on utilise un marteau pour frapper un objet, l'énergie se disperse loin de l'agresseur. Que l'origine du sang retrouvé sur une de ses chemises ne soit pas celui d'Armitage, Lou Campbell est un suspect non négligeable. Mis en demeure de payer ses factures, harcelé par des lettres de relance, a-t-il mis ses menaces à exécution en se vengeant de l'avocat? Pour savoir s'il a pénétré dans le hall de l'immeuble, les enquêteurs visionnent les vidéos de sécurité enregistrées le jour du crime. Une surprise de taille les attend. À défaut de Campbell, c'est Richard Buckley, l'associé de Richard Armitage, qui apparaît sur la bande. Et Buckley regagne son bureau à une heure différente de celle qu'il a indiquée aux policiers. Il nous avait déclaré être parti déjeuner aux alentours de 13h50. Sur l'enregistrement, on le voit partir à 14h06, si je me souviens bien. Et on a remarqué qu'il portait un attaché-caisse. L'explication de Buckley est simple. Il s'est trompé sur l'heure à laquelle il est parti déjeuner. Mais la police réalise que cette différence d'heure signifie que Buckley et Armitage sont restés seuls dans le cabinet pendant environ 5 minutes avant que Buckley ne parte déjeuner. Cela lui a-t-il laissé le temps d'agresser M. Armitage? Oui. Commettre son crime et de tenter de se disculper? Oui.
Buckley se défend d'avoir une quelconque implication dans le meurtre. Et la police ne trouve ni trace de sang, ni rien de suspect dans son attaché-caisse. Buckley déclare qu'Armitage était au téléphone lorsqu'il est parti déjeuner. Il dit avoir traversé le hall, être allé dans un fast-food, puis avoir effectué quelques achats dans un magasin de bureautique. Le reçu montre qu'il était là-bas à 14h22. Buckley prétend ensuite être retourné au bureau, avoir fumé une cigarette dehors et avoir retrouvé la secrétaire. Ils sont ensuite remontés ensemble au bureau aux alentours de 14h30. C'est là qu'ils ont découvert le corps de Richard. Sa version des faits semble concorder, d'autant plus que la police se souvient l'avoir rencontré quelques minutes après la découverte du corps. Quand nous avons vu Buckley pour la première fois, il n'avait pas de traces de sang, il n'avait pas l'air de s'être battu. Rien dans son apparence ne suggérait quoi que ce soit. Mais en fouillant le passé de Buckley, la police met à jour des éléments troublants. Au sein du cabinet, Armitage s'occupait des dossiers de greffe d'organes avec succès. En revanche, Buckley se chargeait des affaires civiles avec beaucoup moins de brio. Richard Buckley était un très mauvais avocat. Il dépensait beaucoup d'argent pour les témoins. Il dépensait beaucoup en choses inutiles et superflues. Et ensuite, quand il allait au tribunal, il était tout bonnement incapable de gagner un procès. Les livres de comptes révèlent que Buckley s'est endetté à hauteur d'1/4 million de dollars. Richard m'avait parlé des dettes de Buckley. Il déshabillait Pierre pour habiller Paul. Il empruntait 10 000 $ pour se rendre dans le Colorado faire une déposition et il perdait le procès. Il investissait de l'argent dans un tas d'affaires qu'il perdait toujours. Mais Armitage n'était plus d'accord pour éponger les dettes de Buckley. Selon son comptable, il songeait à dissoudre la société. Ce qui aurait laissé Richard Buckley sans aucun revenu. En outre, en tant qu'associé d'Armitage, il bénéficiait d'une assurance vie d'une valeur de 150 000 $ dans l'éventualité du décès d'Armitage. Le mobile idéal pour un meurtre. Malgré l'absence de taches sur les vêtements de Buckley, les enquêteurs envoient sa chemise, son jean et ses baskets au laboratoire médico-légal pour analyse. Les experts du laboratoire sont prompts à déceler un indice quasi invisible à l'œil nu. J'ai été sidérée quand j'ai pris la chemise. C'est le premier vêtement que j'ai examiné. Et j'ai tout de suite vu des impacts de sang projetés à grande vitesse. Il n'y en avait pas beaucoup, mais on les voyait parfaitement. Ces impacts projetés à grande vitesse ne peuvent être créés que quand la personne qui porte les vêtements est proche d'une source de sang frappée avec puissance. Ces minuscules gouttes de sang sont enfoncées dans les fibres, ce qui indique que l'impact a été assez fort, contrairement à un transfert léger qui n'aurait été visible qu'à la surface des fibres. L'expert dénombre 61 taches de sang sur les vêtements de Buckley, chacune de la taille d'une tête d'épingle. Les tests ADN prouvent que ce sang appartient bien à Richard Armitage. Confronté à cette preuve, Buckley nie toute implication dans la mort de son associé. Il prétend au contraire qu'il s'est porté à son secours, que le sang a éclaboussé et taché ses vêtements alors qu'il essayait de le réanimer en frappant dans ses mains près de son visage. Cette explication est-elle plausible ? Les experts médico-légaux décident de confronter cette version des faits à la réalité en reconstituant la scène et en matérialisant la trajectoire des éclaboussures. D'après l'argumentation de la défense, c'est en frappant dans ses mains que Richard Buckley aurait provoqué ces fines éclaboussures de sang. Pour mettre cette théorie à l'épreuve, les experts médico-légaux tentent l'expérience. Tout d'abord, une personne jouant le rôle de Richard Buckley se met à genoux, comme il l'aurait été près du corps d'Armitage. À la place du sang, ils utilisent des ficelles pour montrer où le sang aurait été projeté si Buckley avait tapé dans ses mains.
On a suivi le chemin des ficelles pour voir quelles étaient les zones exposées qui auraient pu être tachées de sang. Et on a comparé le résultat aux zones effectivement tachées. Instantanément, l'expérience démontre que le sang présent sur les mains de Buckley n'aurait pas pu provoquer les éclaboussures à l'endroit où elles ont été découvertes. Comme vous pouvez le constater, en position agenouillée, avec ses jambes derrière lui, il aurait été impossible que le sang passe de ses mains à ses chaussures. Même en position accroupie, ça n'aurait pas été possible. Il y avait de petites projections de sang sur les côtés et dans des recoins de ses chaussures de sport. Il n'aurait pas pu faire ça en tapant dans ses mains, à part si elles avaient été au ras du sol, ce qui est complètement illogique. La démonstration porte ses fruits. Les experts établissent la preuve qu'il était matériellement impossible que des éclaboussures de sang aient pu tacher le dos de la chemise de Buckley dans la position qu'il occupait, agenouillé près du cadavre. Ça n'a pas pu se produire à un autre moment. Ça n'a pas pu arriver quand il l'a traîné loin du bureau, ni quand il a essayé de le ranimer. Ça n'a pas pu se produire parce qu'il a tapé dans ses mains. C'est impossible. Ça n'a pas pu arriver dans ces circonstances. Seul, un objet dégoulinant de sang et balancé par-dessus son épaule aurait pu causer de telles éclaboussures sur le dos de sa chemise, dirigée vers le bas. À présent, on sait pourquoi sa version ne concorde pas. On sait qu'il était en train de nous servir un mensonge très étudié. Il y a bien réfléchi. Mais il y a des zones d'ombre dans son histoire et on sait pourquoi. C'est à ce moment que tout s'est dénoué. S'appuyant sur les conclusions de l'expertise, le bureau du procureur pense que Buckley avait décidé de tuer Richard Armitage en apprenant que celui-ci songeait à dissoudre la société. Selon lui, Buckley aurait apporté l'arme sur son lieu de travail, dissimulée dans son attaché-caisse. Après le départ de la secrétaire et l'appel téléphonique d'Armitage à 14h01, Buckley entre dans le bureau de son associé et le frappe à mort. Les coups répétés entraînent des éclaboussures sur sa chemise et ses chaussures, mais surtout sur le dos de sa chemise. Des éclaboussures quasi invisibles à l'œil nu. Il remet l'arme dans son attaché-caisse, probablement dans un sac pour empêcher le sang de se répandre, et quitte le bureau pour la faire disparaître. Les caméras de surveillance montrent qu'il a quitté l'immeuble à 14h06. La police pense qu'il s'est débarrassé de l'arme du crime et s'est constitué un alibi en achetant des fournitures de bureau à 14h22. Il est ensuite retourné dans l'immeuble, juste à temps pour y rentrer avec sa secrétaire, aux alentours de 14h30. Mais avant de commencer la réanimation, Buckley frappe dans ses mains suffisamment fort pour être entendu de la secrétaire, prétendant qu'il cherche à obtenir une réaction. Mais en réalité, pour s'assurer d'avoir une explication plausible aux éventuelles traces de sang sur ses vêtements. Quand on a connaissance de l'analyse médico-légale, de la direction des éclaboussures, de leur taille et de leur forme, etc., on voit bien que son histoire ne cadre pas avec les indices révélés par l'expertise. Et l'expertise médico-légale est un fait. Il n'y a pas de contestation possible. Richard Buckley est reconnu coupable d'homicide volontaire et condamné à la réclusion à perpétuité, sans possibilité de conditionnel. Le plus triste pour lui, c'est qu'il était motivé par l'appât du gain et la jalousie. Comme je lui ai dit, ce que tu as fait à mes enfants et à ma famille ne pourra jamais être réparé. Jamais. Le mal est fait. Je pense que c'est l'être humain le plus creux, le plus cupide
qu'il m'ait été donné de connaître. Une affaire étrange, un suspect improbable, mais une condamnation indiscutable. Je n'ai pas tué Richard Armitage. Je pense que le volcan intérieur de Richard Buckley s'est réveillé et que Richard Armitage en a subi les brûlures. Peu importe le mal qu'on se donne, on ne peut pas vaincre les preuves physiques. La plupart du temps, on n'a pas conscience qu'elles existent. Lui ne s'en était pas rendu compte et il n'avait pas vu les taches de sang sur ses vêtements. Et c'est ce qu'il a perdu. Bien que Richard Buckley ait toujours nié être l'assassin de son associé, arguant qu'il lui était matériellement impossible de lui asséner 9 coups de marteau en quelques minutes, d'envelopper et de cacher l'arme du crime dans sa serviette, de se composer une attitude et de dégringoler les 13 étages de l'immeuble, l'enquête médico-légale a démontré le contraire. Quant au mobile, Buckley l'a offert à la police en encaissant la totalité des chèques des clients d'Armitage aussitôt après sa mort et en remboursant ainsi une infime partie de sa dette qui s'élevait à 340 000 $. C'est sur cette histoire que s'achève cette émission. Merci de l'avoir suivi et de nous rester fidèles. J'aurai le plaisir de vous retrouver très bientôt sur cette antenne pour de nouvelles enquêtes impossibles.